Alors, nous sommes Anne Siro. Moi, je suis Raphaël Balboni. Et nous sommes les réalisateurs du long métrage Une vie d'aimante. Et on fait partie du prix des lycéens du cinéma. Et on s'apprête à répondre à vos questions. Voilà, avec grand plaisir. Bonjour, nous avons lu que vous laissez beaucoup de liberté aux acteurs concernant les dialogues. Vous ont-ils surpris à certains moments et si oui, comment? Nous, on construit le récit ensemble avec Raphaël et ensuite on fait des sessions de répétition où on propose aux acteurs et aux actrices les situations qu'on a écrites dans notre script. Et donc, on leur fait travailler la scène et effectivement, on ne fixe pas les dialogues parce qu'on cherche à avoir un parler très naturel. Alors là, non mais... Ah ouais, spécial partout. Ah si. On n'est jamais surpris par ce qui se passe dans la scène, mais par contre, on peut être surpris par la manière dont l'interprète l'a formulé à ce moment-là, quoi. Après, Jo Dozer nous faisait souvent quelques surprises en venant, par exemple, quand ils arrivent à sa porte, elle arrivait avec un accessoire différent. Oui, il nous faisait des surprises parfois qui n'étaient pas des surprises de dialogue. Ça peut être, oui, elle arrive avec une louche à la main et la louche ne va jamais jouer, mais ça crée une espèce d'ambiance ou de climat dans la scène qui est surprenant. Mais... Genre, elle était en train de cuisiner, elle était interrompue, quoi. Mais c'est un peu le principe de notre façon de bosser, c'est qu'on aime bien que les interprètes soient toujours aux aguets. Très présents les uns pour les autres parce qu'ils savent ce qui va se passer, mais ils ne savent pas exactement comment chacun va formuler quoi, comment et quand. Et donc, ils doivent être très à l'écoute et très présents les uns pour les autres. Pourquoi avoir donné une si grande place de l'art dans ce film? Les œuvres d'art contemporain que l'on voit dans la galerie ont-elles été créées pour le film ou existaient-elles déjà? Le personnage de Suzanne est inspiré d'une personne d'un de nos parents, et cette personne travaille dans le milieu de l'art contemporain, donc on a voulu reprendre ce milieu-là parce que ça nous intéressait notamment par rapport à la maladie, comment elle avance dans sa maladie et comment l'art reste quelque chose qui est très présent chez Suzanne et que même la maladie n'arrive pas à enlever. Et pour donc la galerie d'art, comme on avait besoin d'une exposition en cours de montage pour les besoins du film, on a demandé à une amie à nous qui est plasticienne photographe, qui s'appelle Stéphanie Roland, et qui joue donc son propre rôle dans le film et qui présente son vrai travail dans le film. Ça pour nous c'était très important, voilà, de rendre justice à la passion de Suzanne et de traiter avec beaucoup de respect les travaux d'art contemporain qu'elle présente. Et du coup, toutes les œuvres qui sont visibles dans le film sont des travaux de vrais artistes. Voilà. Parce que l'art contemporain, c'est souvent beaucoup moqué au cinéma, caricaturé. Donc pour nous, c'était très important que ça fonctionne visuellement. Et d'ailleurs, même, on était assez surpris parce que l'installation d'art contemporain qu'on voit plusieurs fois dans le film, c'est Dead Star Funeral. C'était pas une installation qu'on avait prévu de mettre comme ça dans le film, c'est en rencontrant Stéphanie Roland, en voyant son atelier, elle nous a montré son travail. Et cette installation, qui est des images d'étoiles prises par la NASA, qu'elle imprime sur un papier, et dans ce bain, le papier se décompose et recrée une constellation, pour nous, ça racontait tellement le film qu'on s'est dit on va ponctuer à certains moments le film de cette installation. Dans le film Une vie d'aimante, le motif floral qui envahit l'univers du couple, il a une symbolique évidente. Mais est-ce que dans les décors chez le médecin ou chez le banquier, le choix des couleurs pour les costumes et les décors, il a aussi une symbolique ou pas du tout? Nous, en fait, on est très intéressés par le naturalisme quand il s'agit de faire parler les interprètes et que de trouver cette fluidité naturelle du langage parlé habituel où on se chevauche un peu, on se répète, on se reprend. Par contre, aller refaire un cabinet de médecin vraisemblable ou le bureau du banquier de façon vraisemblable, ça nous intéresse pas du tout. Et de toute façon, dans les films de fiction, c'est un peu toujours du code. Ces scènes-là, par exemple, on a besoin d'une scène chez un banquier, alors on va prendre un acteur à qui on va mettre une chemise rayée un peu boring et on va lui mettre une raie sur le côté et puis une plante verte en plastique derrière lui. Enfin voilà, c'est des choses très codées du monde de la fiction. Et du coup, on s'est dit, on va aussi faire du code, mais en fait, on va faire nos propres codes. Et voilà, les chemises, les rayures de la chemise du banquier, elles se retrouvent sur les interprètes et sur le mur derrière et ça fonctionne aussi. Ouais. Et puis il y avait cette notion de, dans ces lieux, la banque, la caisse des retraites, on se sent un peu aspiré, on se sent plus complètement nous-mêmes. Et donc c'est ça qu'on voulait rendre avec le fait de les mettre avec ce costume qui est la même chose que le fond, c'est de donner cette impression-là.
Et ensuite, au niveau des choix, des couleurs qu'on a fait, bah, ça c'est avec le costumier Frédéric Denis, qui a aussi, c'est avec lui aussi qu'on a choisi ce motif jungle. Et avec lui, on a cherché quelque chose de cohérent par rapport à la banque, par rapport à chaque décor, et essayer de trouver un tissu qui fonctionnait. Et ensuite, la déco a calqué ça, a repris le tissu sur le mur pour créer ce mélange, quoi. Puis on peut aussi dire que comme en fait le personnage de Suzanne est toujours en train d'interroger le cadre de la bienséance, le cadre de la politesse, enfin comme elle interroge beaucoup l'élasticité de notre capacité à vivre ensemble et notre capacité à oser des choses, on s'est dit il faut que cette fantaisie de Suzanne, elle vienne aussi contaminer la forme du film. Bonjour, pourquoi avez-vous choisi le ton de l'humour pour aborder un sujet aussi grave ? En fait, on a voulu faire ce film pour raconter cette histoire avec ce ton-là. Bon, ça fait vraiment partie des prémices du projet. On a été amené à vivre une situation... c'est pas du tout il n'y a aucune autobiographie dans le film, mais par contre, on s'est quand même inspiré de choses de notre vie à nous. Et en vivant une expérience de ce type-là, on s'est dit c'est fou. Alors on pouvait s'attendre au désespoir, on pouvait s'attendre à la difficulté. Tout cela, on aurait pu l'anticiper. Mais ce qu'on n'aurait jamais pu anticiper, c'est le burlesque et le côté très dynamique et vivant qu'on allait être amené à partager avec la malade. Et on voulait rendre justice à ça dans le film. Et je pense qu'on a hésité longtemps, parce que donc, ça fait plusieurs années qu'on fait des films ensemble. On a fait 8 courts-métrages, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille ensemble et qu'on traverse cette situation aussi depuis, avec ce parent malade depuis plus de 10 ans aussi. Et je pense que c'est quand on a trouvé justement cet équilibre entre humour et décalage, quoi, qu'on s'est dit ok, on peut se lancer dans ce projet. On a trouvé la manière d'aborder la chose, quoi. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quelle est selon vous la qualité la plus importante pour être un bon réalisateur? Alors, c'est une vaste question de savoir... C'est une très bonne question, ouais. Léa, parce qu'elle n'est pas facile... c'est pas facile d'y répondre parce qu'on n'y a peut-être pas encore répondu nous-mêmes. Mais j'aurais quand même tendance à dire que pour être un bon réalisateur, il faut être un bon observateur du monde, une bonne observatrice du monde et aiguiser tous les jours quelque chose de son regard sur le monde. Et de se dire, moi, je vois le monde, je vois la vie de cette manière-là, et il y a quelque chose de ma façon à moi de voir le monde que j'ai envie de transmettre à tout le monde. Je pense qu'il faut aussi savoir travailler avec une équipe, parce qu'on est tout le temps amené à travailler avec dans des corps de métiers très différents, quand on est sur des choses très pointues de coiffure, puis de technique par rapport à une caméra, un mouvement de caméra, puis de décoration, il y a plein de domaines comme ça, donc on ne peut pas tout maîtriser, il faut savoir faire confiance aux gens qui sont pointus dans leur domaine et qui vont pouvoir nous aider à faire ce qu'on a envie de faire. Oui, il faut avoir du plaisir à travailler avec les autres et en même temps rester très très stable et très solide sur ce qu'on a envie de transmettre au public. Parce que forcément, on travaille tous ensemble, donc tout le monde arrive avec ses idées, avec son énergie, et c'est hyper nourrissant, c'est hyper riche pour le projet. Mais pour que tout... Voilà, il faut être comme un chef d'orchestre comme ça, qui fait avancer toute l'équipe vers une vision très particulière que le film va porter.